La question de quelle économie on fabrique ensemble, notamment pour répondre aux enjeux d'accessibilité alimentaire, puisque c'est souvent là-dessus qu'on se retrouve, c'est-à-dire cette capacité à dire on peut fabriquer ensemble de l'alimentation de qualité et on peut la fabriquer avec des personnes précaires, on peut la mettre dans les circuits de l'aide alimentaire et y répondre d'une manière économique et pas forcément de l'ordre de l'économie de la charité. Bien d'une économie marchande et non marchande, hybridée. Donc, on écoutera nos amis agriculteurs sur qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de nous, sur les services qu'on peut leur rendre en termes économiques. Mais pour ouvrir ce sujet-là, sur comment fabriquer de l'économie à partir des questions alimentaires, j'aimerais entendre Barbara Montvillain, qui représente les banques alimentaires, donc qui représente une énorme économie puissante, très, très organisée, et qui en même temps fabrique une petite économie d'insertion, qui a donc pour fonction de créer de l'emploi, de l'insertion, à partir de ces enjeux de l'aide alimentaire. Alors, comment vous êtes passé effectivement de la distribution, de la collecte et distribution, à la fabrication d'une économie agroalimentaire? Alors, oui, c'est très juste, il y a une double dimension dans le réseau des banques alimentaires. Il y a la dimension macro qui a été présentée par Julien dans les chiffres clés. Et puis, il y a le fait que notre réseau est un réseau au plus près des territoires. Il y a 79 banques alimentaires, plus d'une centaine d'antennes dans les territoires. Et donc, une approche très fine à travers les associations partenaires des banques alimentaires, ça a été plus 6 000 associations. Alors pourquoi il y a ces évolutions qui ne sont pas complètement nouvelles, mais qui, je vais revenir, qui se sont accélérées notamment par la crise Covid, parce qu'en fait, il y a un certain nombre d'enjeux qui s'imposent et qui sont communs au monde de la solidarité, au monde de l'agriculture et puis aux personnes en précarité que nous accompagnons dans nos réseaux. Alors l'un des premiers enjeux, ça a été très bien évoqué dans la première partie sur l'emploi. C'est l'enjeu, je crois, territorial. Quelqu'un a cité l'autonomie alimentaire des territoires. Ça, c'est un véritable enjeu. On a parlé tout à l'heure de l'enjeu démographie. Il y a eu un rapport de la DG Trésor cet hiver qui a parlé de 2023 pour une bascule possible de la France où on n'aurait plus d'autonomie alimentaire. C'est quand même assez inquiétant. Et donc, nous, acteurs de la solidarité de l'aide alimentaire, on ne pourra pas apporter de l'aide alimentaire de qualité, diversifiée, c'est le terme de la loi, si on n'a pas une agriculture qui est elle-même diverse, avec des agriculteurs renouvelés qui font vivre les territoires. Donc, on a déjà ce premier enjeu commun qui est identifié, je pense, entre nous tous et qui nous a amené à développer des nouvelles façons de faire. Alors, assez lié, il y a le sujet qu'on connaît tous aussi, qui est aussi le sujet de la transition écologique. Et donc, en étant dans des logiques de circuits courts, de projets territoriaux, de logiques de proximité, évidemment, on a un impact beaucoup plus fort sur le bilan carbone, un peu au cœur de l'ADN des banques alimentaires, puisque le modèle des banques alimentaires, vous savez, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire au service de la précarité des personnes en difficulté. Ça, c'est un bilan carbone extrêmement positif. C'est un rapport de 1 à 4, c'est-à-dire que quand on économise 1 tonne de gaspillage alimentaire, ça fait économiser 4 tonnes de CO2. Donc nous, on fait économiser 300 000 tonnes de CO2 par an. Donc il y a ces enjeux aussi qui montent en puissance, qui se sont surajoutés à l'enjeu du gaspillage alimentaire lui-même qui est à l'origine de la création des banques alimentaires. Et puis, il y a l'enjeu précarité dans les territoires ruraux, sur lesquels on est très mobilisés. Et nos premiers échanges étaient vraiment intéressants parce qu'en fait, il n'y avait pas d'un côté la précarité et puis d'un côté l'emploi rural, l'emploi agricole. En fait, c'est lié. Et nous, on est de plus en plus interpellés par les CCAS ou les communes ou les collectivités sur la précarité en milieu rural. C'est une précarité dont on parle peu, qui est assez cachée, c'est beaucoup une précarité des invisibles, qui a des particularités, ça a été très bien dit tout à l'heure, notamment sur les questions de mobilité, qu'on a bien identifié dans nos réseaux, et donc qui appelle, nous, à une mobilisation du réseau, et là encore à inventer, et le plus souvent en partenariat, des dispositifs en fait, pour y répondre.
Donc ça, c'est un premier point que je voulais partager avec vous, c'était un peu sur les enjeux, d'expliquer le pourquoi il y a eu les évolutions que Julien a citées. Alors, dans les nouveaux projets un peu innovants, il y a plusieurs choses. Alors, pour rebondir sur la question de la précarité en milieu rural, ce qui se développe dans le réseau des banques alimentaires, souvent en partenariat avec vos associations, et on pense que c'est vraiment l'avenir, ça peut être des producteurs avec la Croix-Rouge, avec une association locale, ce sont les dispositifs itinérants. Une façon de répondre à la précarité globale, c'est d'aller vers, ça a été dit tout à l'heure, d'aller vers les personnes en difficulté et de co-construire avec eux. Se développent également des ateliers de transformation. Donc là, on n'est plus seulement dans la distribution du produit brut, on va chercher à prolonger la vie des produits, à leur donner de la valeur, et puis du coup aussi à proposer les produits, un plat cuisiné, ou une compote, ou une soupe. Donc ça, il y a une vingtaine d'ateliers qui d'ores et déjà fonctionnent dans le réseau des bails. Il y en a une vingtaine d'autres qui sont en projet, donc on est soutenus par France Relance. Donc vous voyez, sur 79 banques alimentaires, c'est en train d'essaimer de façon assez forte, sous différents modèles, soit c'est porté directement par la BA, soit c'est comme pour la précarité rurale, c'est en partenariat. Voilà, il n'y a pas un modèle tout fait, on construit au fur et à mesure. C'est pour ça que nous, on est très intéressés par les échanges interassociatifs. Par exemple, le projet Catalyseur, porté par la FNQMA, parce que ça permet de co-construire ensemble des projets. Et puis, il y a tout ce qui est dans la spécificité des jardins de Cochrane, le lien à l'insertion. Donc, réussir à combiner l'insertion, l'agriculture biologique et puis l'aide alimentaire. Donc, je ne sais pas si on y reviendra tout à l'heure, mais il y a un certain nombre d'initiatives, d'expérimentation qui sont en train de se construire dans nos réseaux qui sont très, très intéressantes. Alors, il y a une première, l'expérimentation un peu phare, on va dire, c'est celle à Blois, en Loire-et-Cher, la banque alimentaire de Loire-et-Cher avec le jardin de Cochrane. Il y a des très bonnes relations et également un tour de table très riche, puisqu'on a le secours populaire et les Restos du Cœur. Et il y a une première étape qui a été pendant la crise Covid, c'est que les jardins de Cochrane ont pu bénéficier de subventions qui ont permis ensuite de donner des produits à la banque alimentaire, 3 fois 400 kilos. Ça, c'est extrêmement important parce que souvent, le problème du don agricole, c'est bien sûr le modèle économique. Donc, ce qui est nouveau avec la crise, et c'est pour ça que ça s'accélère, c'est que le sujet de l'approvisionnement local est apparu du fait du premier confinement parce que les collectivités locales aussi s'y sont intéressées. C'est vraiment quelque chose de totalement nouveau. Dans un certain nombre de régions, c'est le cas par exemple de la région Occitanie, qui a développé un programme qui s'appelle Bien manger. Et donc ça a déjà fonctionné sur Blois, ça a été la première étape assez importante. Et maintenant, l'étape suivante, ça serait que le jardin de Cochrane va être le réceptacle de subventions pour acheter des produits locaux qui vont pouvoir ensuite bénéficier justement au parc en partenaire associatif que j'ai cité. Et puis ça pourrait encore aller encore plus loin. Il va aussi avoir une dimension de production solidaire, de jardins solidaires, voilà, face au jardin de Cochrane. Et puis là, je suis cette semaine, il y a une troisième étape là, qui est serait le projet pour 2023. Ce serait de développer ensemble, là, dans ce collectif d'associations, un atelier de transformation, une épicerie itinérante, pour voilà, sur certains quartiers, la cibler sur certains quartiers là, urbains, plutôt urbains, pour pouvoir voilà, un peu aligner les forces. Et en fait, je trouve ce projet très intéressant parce qu'il montre bien qu'on peut monter des projets qui sont assez hybrides en fait. Voilà, il n'y a pas que, parce que souvent quand on dit oui, les banques alimentaires, il y a l'agriculture, on pense à l'approvisionnement. Évidemment, c'est vrai, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais en fait, il y a de l'insertion, il y a d'ailleurs l'approvisionnement, des fois c'est dans l'autre sens, c'est des fois aussi la banque alimentaire qui donne ses surplus à un jardin de Cochrane, c'est le cas dans 73 ou dans les Vosges. Et donc ensuite, les gens de Cochrane peuvent s'en servir pour compléter des paniers solidaires, etc. Donc c'est des relations réciproques en fait qui sont en train d'être inventées, qui sont particulièrement intéressantes.
Alors, je vous remercie, j'espère que vous avez été attentifs, parce que là, nous avons une description d'un projet de société qui est quasiment pas parfait sur nos sujets insertion, agriculture, alimentation, mais presque. Puisqu'on se retrouve, et Valérie qui va répondre, on se retrouve avec un jardin implanté dans son territoire qui a lui-même une fonction de service pour les agriculteurs, puisque vous collectez de très nombreux paniers auprès de l'organisation économique de producteurs Valbiocentre pour ensuite les distribuer à Paris, mais de 5000 qui partent à Paris, donc vous êtes implanté et vous faites économie avec les producteurs là-dessus, et vous créez maintenant la possibilité de faire économie avec les acteurs de l'aide alimentaire sur la question de la production. Donc vous renforcez votre capacité de service au territoire agricole par l'entrée de l'aide alimentaire. Moi, je viens un rêve éveillé quand j'entends ça, d'autant que je vais devoir piloter le groupe modèle économique de l'organisme gouvernemental de réforme, etc., et qu'on cherche des solutions pour effectivement répondre à la fois à la diversification qualitative de l'aide alimentaire, tout en renforçant l'économie des territoires agricoles par l'insertion. Donc là, on a quelque chose qui est fort intéressant, mais il y a un mot-clé que vous avez dit, c'est financement. C'est qui finance. Tu peux peut-être préciser... Bonjour. Oui, mais donc, en fait, il se trouve qu'effectivement, en tant que jardin d'insertion producteur, on a des relations anciennes avec les associations locales et la banque alimentaire. À chaque fois qu'on a pu donner des surplus, on l'a fait très ponctuellement, vraiment comme tous les jardins le font, comme certains producteurs le font aussi. Il se trouve que sur Blois, comme les producteurs viennent chez nous, on fait un peu la coordination de ça, quand ça se fait. Donc ça existait déjà. Avec la crise Covid, il y a eu des choses qu'on a fait dans l'urgence. On a eu la chance, via le réseau de Cocagne, de pouvoir, d'avoir des financements pour faire des dons en plus gros volume. Donc ça a été fait. Et à la demande des associations, effectivement, on s'est revus voilà, quelques mois, parce qu'effectivement, le constat, c'est une baisse des collectes dans la grande distribution, puisque la grande distribution doit aussi faire attention, dans le cadre de la loi Egalim, à mieux gérer ses stocks et avoir moins de surplus. Une insatisfaction des associations par rapport à ce qui est récupéré dans la grande distribution, en termes de qualité, souvent, et en termes aussi du fait que c'est quelque chose qui est reçu sans être choisi. Ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'ils peuvent recevoir, à la limite, peut-être rien pendant 2 jours, et puis d'un seul coup, 2 palettes de radis un peu fanées, voilà, des choses qui, en termes d'équilibre alimentaire, d'alimentation de qualité, ne sont pas très cohérentes avec la situation des personnes en grande précarité. Et donc l'idée, quand les associations nous ont sollicités, c'était pour voir si on pouvait produire pour elles. Voilà. Donc effectivement, on a eu plusieurs échanges et on va se rencontrer la semaine prochaine. Il y a un premier travail qui a été fait par les associations locales et donc en partenariat avec la Banque alimentaire à chaque fois qui est l'interlocuteur, qui sera en tout cas le distributeur de tout ça. C'est d'abord de solliciter les personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire pour savoir en termes de légumes frais ce qu'elles souhaiteraient avoir par saison, effectivement, les sensibiliser à la saisonnalité, puis avoir une idée de ce qu'elles aimeraient consommer, de façon à ce qu'on fasse un plan de culture qui est non pas subi, mais qui est un peu choisi. Et puis du coup, l'enjeu, c'est de mettre en culture dès l'an prochain. On pense que ce sera autour d'1 hectare, de quoi fournir les demandes qui nous sont faites, donc qui sont établies à peu près, je n'ai plus le chiffre en tête, à peu près 40 de tonnes potentielles sur l'année, qu'on mettrait en production et qu'on commercialiserait au prix du gros, le prix de gros, de façon à ce que ça soit accessible pour les associations et que nous, on soit quand même dans une situation où il faut bien qu'on se rémunère sur le travail qu'on va faire. Tout l'enjeu, c'est de trouver comment ce montant va être fourni. Ce qui peut être préconisé, c'est qu'au lieu de défiscaliser des produits qui ne correspondent pas à une alimentation de qualité et que la banque alimentaire récupère, il y a une partie de cet argent qui puisse aider à la production. Il y a des associations, les collectivités locales souhaitent aussi contribuer à cette expérimentation. Donc, on va voir. Pour le prix, on va voir. En tout cas, nous, on est parti dans le fait de prendre le risque. On va faire. J'ai une proposition. Alors, vous avez une proposition, mais je vais comme le temps est compté, j'aimerais bien entendre, je vais vous donner la parole, mais j'aimerais bien entendre après Dominique sur cet enjeu de l'économie
avec le monde agricole, l'insertion dans cet enjeu supplémentaire, pour ensuite laisser le temps à nos amis agriculteurs de réfléchir à ce qu'ils attendent de nous. Et en quoi ils auraient besoin de nous, hein, nous qui sommes capables de faire une plateforme de distribution, de transformation, de distribution à l'échelle des territoires, en accompagnant des personnes vers l'emploi, etc. En quoi ça pourrait résoudre une partie de vos questionnements ou vous aider à aller plus loin là où vous voulez aller. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça parce qu'on va revenir vers vous. Une solution. Alors, il faut savoir que les caisses de MSA ont subventionné certains jardins de Pocagne. Alors, pas toutes les caisses. Et donc, j'invite l'ensemble des réseaux à aller frapper aux portes de MSA et à faire des partenariats avec eux pour que des personnes en situation de précarité puissent bénéficier de paniers alimentaires à 2 ou 3 euros de reste à charge. Donc voilà, je vous invite tous à aller effectivement à la rencontre des caisses de MSA, à faire des partenariats, puisque nous, dans le cadre de l'action sociale, on peut développer des actions. On l'a fait dans le cadre des actions des paniers solidaires avec la caisse d'allocation familiale et les MSA. Ça n'a pas pu se faire pendant la période de Covid, la grave, dans tous les secteurs, mais dans les secteurs où ça a fonctionné, ça a très bien fonctionné. Donc voilà, les partenariats sont possibles. On va se revoir. Oui, Bien sûr. pour mémoire, on a quand même 120 000 paniers solidaires produits par les avocats par an, avec des logiques de solvabilisation par vous ou d'autres, notamment les FSAS, etc. Dominique, est-ce que tu peux de manière ramassée nous dire un peu là où on en est, ramassons, où on en est de l'économie qu'on pourrait rêver tous ensemble? On prend 30 secondes si tu veux bien. Alors je vais quand même revenir sur certains éléments. Enfin, je suis le dernier à intervenir. C'est pas moi qui ferai la synthèse, sans doute Julien en ferait une. J'aime bien prendre un peu d'avance sur ce qu'il va dire et puis de voir si éventuellement on a une complétude entre nos interventions, mais à ce stade, je n'ai pas envie forcément de témoigner de notre expérience. Elle est à la même que dans la plupart des cas, elle soulève les irritants qui ont été soulevés par rapport aux questions du travail, de la mise au travail des personnes dans les exploitations. Oui, on en avait des poireaux, mais il fallait expliquer plus souvent qu'à notre tour aux paysans auprès de qui on avait les poireaux qui ne pouvaient pas donner d'ordre directement à notre équipe et qu'il y avait un encadrant qui devait faire ce travail. Oui, on a donné des coups de main à des agriculteurs en difficulté, mais il fallait une fois de plus expliquer que nous, quand on vient, c'est une équipe et qu'il faut se bouger un petit peu dans la façon de concevoir son travail. La coopération, c'est prendre en compte les contraintes des uns et des autres, disait-on encore ce matin, c'est Thierry qui nous le rappelle, et c'est tout à fait juste. Oui, on a ramassé après les machines, et ça, par contre, c'était effectivement très intéressant, parce que tu t'aperçois que tu ramasses, je ne sais pas moi, des haricots verts qui sont vendus à Bonduelle à 0,80, qu'on va ramasser nous-mêmes, puisque les machines de Bonduelle ne vont pas trop où il y a de la luzerne, ne vont pas là où il y a trop de machins, ça laisse des bandes entières de 800 mètres, 1 km de haricots verts à ramasser, et que toi, quand tu arrives et que tu dis, moi je les rachète à 1,60 €, on les ramasse en moi-même, on voit bien qu'à un moment donné, les agriculteurs raisonnent, c'est pas de l'agriculture raisonnée, mais ils commencent à raisonner, et ils disent, ça vaut peut-être le coup quand même de temps en temps de les appeler un petit peu plus souvent pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc oui, il faut le faire, mais non, c'est limité. Puis non, c'est limité parce que quand même, à un moment donné, on a parlé de choses effarantes. La disparition du monde, d'une grosse partie du monde agricole, c'est effarant. L'augmentation de la pauvreté, telle qu'on l'a un peu chiffrée, c'est effarant, c'est tellement effarant que par rapport aux emplois agricoles, j'essaie de retrouver le chiffre, j'arrive pas à le retrouver, j'arrive pas à m'en souvenir tellement ça me paraît effarant. Vous voyez, c'est un peu comme quand on arrive, pour certains foyers, à plus d'1 milliard, on ne sait plus trop bien à quoi ça ressemble. C'est un peu pareil avec le monde agricole, ce qu'on raconte là. Et on se dit, waouh, c'est bien, on fait des tas d'expérimentations, des trucs qui ont très bien fonctionné, qui nous encouragent à faire des choses, je dirais un peu plus fortes, mais on sent bien qu'à un moment donné, c'est pas par nos processus d'innovation incrémentale, comme ça, qu'on va arriver quand même à lutter contre des événements quand même qui sont de l'ordre, là pour le coup, de vraies pandémies, de vrais risques. Tout à l'heure, c'est toi qui parlais de sécurité alimentaire, et alors, le problème de la sécurité alimentaire, c'est que pour les gens qui sont québécois, ça veut dire autre chose. Mais en fait, les Québécois, quand ils parlent de sécurité alimentaire, ils parlent effectivement d'autonomie alimentaire, de tout ça. Nous, la sécurité alimentaire, elle est liée à...
Voilà, bon. Mais c'est vrai, il y a un enjeu, en tout cas, de sécurité, de notre mise en sécurité par rapport, effectivement, à l'enjeu alimentaire. Et c'est pas une petite histoire. Et est-ce qu'on va attendre un truc comme ça à la dernière minute, quand on a vu le Covid se déployer à la dernière minute, sur une question beaucoup plus essentielle, qui est comment on va se nourrir. Donc, j'ai envie de dire, c'est une question importante. Et je pense que, alors, j'aime bien utiliser ce terme-là, même s'il peut avoir des relents qui ne sont pas toujours acceptés, de plan Marshall, c'est-à-dire de plan Marshall immatériel, de plan Marshall humain, c'est-à-dire comment, à une plus grande échelle, on pourrait imaginer faire en sorte, même s'il y a après des logiques plutôt d'implémentation territoriale, etc., faire en sorte que de la même façon que dans le monde agricole, nous pratiquons les assolements, vous voyez ce que c'est tous ces assolements, j'espère qu'il n'y a pas trop de profanes du monde agricole, hein, c'est les successions des cultures pour ne pas épuiser la terre et avoir des végétaux en bonne santé, ben, il faudrait aussi un assolement des richesses humaines. Or là, on a effectivement évoqué un certain nombre d'expériences, mais beaucoup de blocages quand même malgré tout. Ben, c'est vrai qu'une saison, ça dure tant, on a tous besoin de la main-d'œuvre, etc. Mais en fait, de quel assolement on parle? Si on parle effectivement du volet alimentaire, c'est pas simplement que de produire. C'est pas simplement que de désherber, puis ceci, puis cela. Il y a tout ce qui ressort de la distribution. Il y a tout ce qui ressort de la transformation. Tu l'avais évoqué, hein, Mathieu, tout à l'heure avec les histoires à Chicon. Mais il n'y a pas que dans les territoires à Chicon qu'on peut imaginer des formes de transformation. On évoquait avec vous cette histoire de dire comment vous faites pour que... Et vous comprenez pourquoi maintenant on se défend bec et ongle dès que les gens qui viennent dans nos chantiers d'insertion ne soient pas que des ouvriers agricoles, mais des gens polyvalents qui vont permettre à un moment donné... Vous voyez, c'était une transgression au départ pour les DEST, les directeurs à l'époque. Enfin, ça s'appelait les DDTE à l'époque, où on avait négocié ça même d'ailleurs. C'était une transgression. Heureusement qu'on a fait cette innovation transgressive parce qu'il fallait que si les gens étaient à la transformation, ils soient dans tel atelier, si ceux qui étaient au jardin étaient dans tel autre atelier, etc. Donc, moi je pense que cet assolement, on peut facilement l'imaginer sur des logiques territoriales en essayant de voir sur tout l'enjeu en fait de la filière bio, local et solidaire. Nous on est en bio, mais ça peut marcher aussi pour le conventionnel. Local et solidaire, ne soyons pas trop clivants. Eh bien, de voir s'il n'y a pas une logique d'emploi empruntant à la notion d'utilité et de complémentarité très bien défendue, très bien expérimentée par Territoire Zéro Chômeur longue durée, que cette logique-là prévale aussi sur le système alimentaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il puisse y avoir un contingent de gens qui peuvent être volontiers peu ou pas qualifiés. Vous inquiétez pas, nous on sait les encadrer, les gens. Tous les gens qui travaillent chez nous sont courageux et font le taf. On met peut-être plus de personnel d'encadrement, mais le taf est fait. Et le taf, il est plutôt, je pense, pouvoir le dire, bien fait. Voilà. Donc, on peut imaginer effectivement que des structures comme nous jouent un rôle d'interface et d'ensemblier sur l'ensemble des besoins qui font quelquefois des pannes dans les rouages de l'effectivité des systèmes alimentaires territoriaux. Et qu'en regardant la production, l'entretien, la distribution, la transformation, l'accompagnement, alors, parce que là, il y a aussi cette dimension immatérielle d'accompagner les mangeurs. Enfin, je pense que ça interpelle aussi la banque alimentaire, ce sujet. Il y a aussi énormément de travail à produire et nos personnels sont aussi souvent, maintenant de plus en plus souvent sollicités, employés sur ça, sur l'accompagnement des mangeurs. Hein, tout ce qui est du ressort qui va permettre de faciliter l'accessibilité alimentaire, c'est pas simplement une denrée à moindre coût. Il y a tout un processus qui lui-même est porteur d'emploi, porteur d'intérêt, etc. D'accord ? Donc, si effectivement on arrive à avoir cette logique territoriale de lecture de là où sont les maillons manquants et de comment ensemble nous pourrions, mais ce qui suppose d'avoir l'élasticité de sortir du quant à soi de sa ferme, du quant à soi de son structure d'insertion, pour un risque de l'autre, dans le cadre de pôles territoriaux de coopération économique, pourquoi pas utiliser ces outils-là, et en faire des trucs très bien habités avec des vrais sujets, comme on essaye de le faire à Cocaigne, eh bien, je pense qu'on pourrait résoudre toute une série de problèmes qui ont été vécus qui sont vécus aujourd'hui comme des obstacles, les problèmes de revenus, dont vous avez parlé, dans l'agriculture, les problèmes de besoins très temporels, qui fait qu'à l'échelle d'une ferme, ou même de 3 ou 8, 10 fermes, si elles sont plutôt sur la même orientation technique ou choix technique, vont avoir les mêmes besoins en même temps, donc c'est très limité. Une envie relative de manager du personnel, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas commencer à dire « mais si, c'est bien d'employer du personnel ». Nous, ça nous intéresse d'employer du personnel. Donc trouvons effectivement une fois de plus les points de jonction, que sais-je encore, les conditions de travail, enfin, tout ça a été évoqué. Et je pense que dans ce souci que nous avons
d'élever les gens et de trouver un intérêt de grandir dans le travail, cette alliance est tout à fait possible. Donc nous la proposons actuellement dans ce qui ressemble, sans vouloir faire de rap, puisque ça vient plutôt des PhD, mais en fin de compte, quand on écoute l'expérience de Guayavéry, je vois bien ce qu'on fait au titre des écopoles alimentaires, c'est-à-dire ces pôles territoriaux de coopération économique qui vont à la fois agir avec les parties prenantes, comme on l'a fait, on l'a un peu décrit ce matin, agir sur l'organisation de la filière et de ses besoins en emploi, filière biolocale territorialisée en l'occurrence. 2, accompagner les mangeurs et donc trouver effectivement toute la dynamique servicielle qui permet à une plus grande échelle que les petits ateliers sporadiques qu'on peut faire à droite à gauche, d'avoir un vrai souci de justice sociale à l'intérieur des territoires. Je viens du bassin minier du 62, hein, donc question effectivement d'être dans un territoire de mission, je connais bien. Hein, j'ai envie de dire, si nous on ne fait pas d'aide alimentaire, d'ailleurs, on a un problème de débouché économique en vérité. Bon, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Hein, les problèmes culturels, etc., d'enjeu à l'ouverture de la diversité. Ouvrir les chakras des gens, effectivement, à cette diversité qui est véritable. Travailler à ce qui est métier là-dedans, c'est-à-dire comment on qualifie ce que j'appelle ces nouveaux emplois de la transition non délocalisables et ouverts à des gens ne prétendant pas à de hauts niveaux de qualification. Mais du coup, le 1, le 2, le 3 suppose que nous inventions, nous proposions, nous nous situions plutôt, puisque ça a déjà été inventé, dans un nouveau modèle économique. Le modèle économique des fonctionnalités. Le modèle économique qui privilégie la coopération. On l'appelle souvent l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si on veut travailler, ce n'est pas forcément que sur les idées, c'est aussi en essayant de partager quand même des éléments de doctrine d'une nouvelle économie qui va supposer quand même chacun des acteurs parties prenantes de se désintoxiquer un petit peu des habitudes qu'on peut avoir, des modèles économiques dans lesquels nous travaillons. Voilà. Donc c'est nous, ces perspectives vivantes et dynamiques qu'on propose à Cocaille. On a expérimenté notamment dans le Nord, mais ça se fait aussi à Blois, ça se fait ailleurs en région centre, etc. Et je trouve que sur cette base-là, on peut lancer des propositions à un peu plus grande échelle encore qu'on ne le fait. L'opération de Blois est super. Moi, j'ai fait la proposition, après cette expérience, et j'en profite pour vous en parler maintenant, de dire, mais rien qu'à Cocagne, et pas seulement qu'à Cocagne, parce que Cocagne est fédéré, les jardins de Cocagne, Saint-Germain, vous disiez que vous en avez 90, on en a 100, on pourrait presque faire des jumelages, vous voyez, hein. Donc une banque alimentaire, un jardin de Cocagne, c'est pas drôle. Mais de dire, mais nous, on peut aussi mettre des terres à disposition à la planification pour l'aide alimentaire. Discutons-en. On pourrait très bien, du jour au lendemain, passer de 2-3 hectares, je ne sais pas combien t'en as, mettons qu'il y a 2-3 acteurs Cocagne qui totalisent 9 hectares. Du jour au lendemain, on essaye ça. Ça ne va pas répondre à tous les besoins. Mais c'est déjà, vous voyez, un cran de progression beaucoup plus important. Ce qui suppose qu'on discute un peu avant et que du coup, on voit les contraintes des uns et des autres. Ça s'appelle la coopération. À la différence de la collaboration ou des sortes de partenariats, fusil à coup, que malheureusement on a trop l'habitude de pratiquer. Il faut arriver, vu l'importance des enjeux, grimper au-dessus de ça. Et Cocagne, de par son ingénierie, la résilience de ses dirigeants est souvent en lien, très souvent, avec la communauté agricole, qui n'a pas le temps de s'occuper de tout, mais qui, dans les dispositions de confiance et de risque de l'autre pris avec les gens de Cocagne, pourrait être aussi intégré dans cette planification. Vous voyez, incorporé dans cette planification. Donc, ce n'est pas qu'une question de Cocagne, c'est une question aussi d'exemple de voir comment, à un moment donné, les groupes territoriaux arrivent à se planter dans des démarches territoriales, à des changements quand même d'échelle qui sont maintenant souhaitables et qu'il faut absolument appeler de nos voeux, vu les aspects dramatiques qui ont été situés tout à l'heure, qui sont quand même, je veux pas. Non, ne les rappelle pas. Voilà, je ne veux pas les rappeler, ils sont quand même assez. Merci beaucoup, c'était très programmatique. Alors, Mathieu, Christophe, Philippe, vous avez 1 minute et demie chacun pour dire, alors du coup, on fait quoi? Ah oui, alors attention, si c'est la proportion des 30 secondes techniques, ça va. Alors, oui, quand même, ah ouais. C'est un premier point de rendez-vous entre nous. On va être très très frustrés là, aujourd'hui, hein, ça tombe bien et mal. Bon, parler après Dominique, c'est toujours compliqué. Pardon. En fait, je réfléchissais sur nous en tant que groupement de producteurs. Alors, les groupements de producteurs qui se prennent en fourmis font aussi bien des fruits et légumes que du lait, que des céréales. Vous avez les problématiques ne sont pas du tout les mêmes
en fonction des filières. Et si je raisonne ne serait-ce que sur la question de fruits et légumes, ce qu'on peut essayer d'avancer, et c'est ce qu'on va essayer d'expérimenter peut-être notamment dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, c'est de trouver des solutions de coopération logistique. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui sur les enjeux d'impact carbone, des questions de relocalisation de la production et de la distribution, que ce n'est pas les grandes centrales, 4 centrales pour la France, qui vont gérer ces questions-là. Donc le local est hyper important. Et donc nous, en tant que groupement, on a besoin, si on veut distribuer localement nos productions, d'avoir aussi des bases avancées d'endroits où on peut préparer les commandes, donc collecter peut-être dans les fermes d'ailleurs des productions, préparer les commandes, les stocker s'il le faut et les redistribuer dans les magasins, dans les endroits où il faut les distribuer. Et ça, je pense que ça va être intéressant parce que ça va y avoir un enjeu pour nous d'être local et de retrouver la distribution locale et de faire travailler des gens en insertion et de travailler sur une complémentarité des besoins entre eux, comme je disais, les besoins en production, en préparation de commandes, en distribution et aussi du coup de travailler aussi sur la question du zéro déchet ou en tout cas de la valorisation de ce que nous on appelle les écarts de prix, donc les choses qui ne rentrent pas dans la norme du CITFL où la pomme de terre doit faire 35, 60 et pas beaucoup, et maintenant il y a 40 paris, et de dire voilà, tout ce qui n'est pas valorisable sur ce qu'on appelle le marché frais ou conditionné, on peut aussi en faire quelque chose, de la soupe naturelle, des chips, et donc là, des outils qu'ont déjà certains jardins peuvent être aussi un outil intéressant et qui a aussi l'avantage d'une part d'éviter le gaspillage alimentaire à la production, parce que dans la bio, il y a 5-6 ans, quand on vendait les carottes, c'était 50% de la production qui était jetée. Ce qui est énorme, c'est juste hallucinant. Donc on a avancé collectivement sur des outils de conditionnement qui fait qu'on peut trier beaucoup plus finement et on envoie au client ce qu'il a besoin. Mais n'empêche qu'après, derrière ça, il y a les écarts de prix à valoriser. Et donc il y a tous ces enjeux-là qui sont importants pour nous, qui nous ramènent aussi de la plus-value dans les fermes et du coup qui nous permet aussi, alors d'une part de vivre correctement, mais aussi potentiellement d'embaucher plus de monde. Vous voyez, c'est quand même dans le même système. Et puis, oui, sur la question de la distribution locale, effectivement, on voit bien notamment dans les magasins avec qui on travaille, l'enjeu du local est très important. Et on a c'est là où il y a un point d'attention à faire, attention, de dire la question du prix et des produits. Un producteur individuel, s'il a un peu trop de production, il va avoir tendance à baisser le prix en disant de toute façon, il faut que je m'en débarrasse, donc je baisse. Et là, ça a pour conséquence toujours d'aller vers le bas, baisser le prix des productions. Et donc, c'est bien une question d'organisation collective. Et si les jardins de cocagne peuvent être des endroits où justement les producteurs locaux sont un minimum fédérés sur des questions de c'est quoi la bonne rémunération, c'est quoi le bon prix pour tel produit. Et c'est pas parce que tu as 5 tonnes de trop qu'il faut baisser ton prix, parce que sinon c'est toutes ces questions-là, ça peut être vraiment intéressant parce que nous, on en subit parfois les conséquences qui sont un peu difficiles à structurer quand on est avec des producteurs. On a beau être 140 producteurs, on est quand même sur un radio aujourd'hui, c'est pareil pour les groupements. Voilà, il y a des questions d'organisation de filière et de maîtrise de la filière quelque part entre des groupements, entre des producteurs locaux. Et les jardins peuvent être aussi des endroits où on peut discuter de ces choses-là. C'est pas forcément que là, mais en tout cas, ça peut déjà être intéressant. Surtout que ce que je m'aperçois, c'est que les producteurs individuels sont plus sensibles, ou en tout cas vont plus facilement vouloir aller vers les jardins de cocagne discuter que de vouloir rejoindre des groupements de producteurs qui sont quand même des organisations structurées, cadrées, et donc du coup, voilà, l'individuel, enfin je veux dire, c'est pas ça, il y a une rigueur, quoi, qui n'est pas forcément celle que certains producteurs veulent. Voilà, rapidement. Bon, alors, je vous propose de commencer par 2 mots d'explication sur le catalyseur pour vous dire comment on est arrivé dans notre cheminement à solliciter, à répondre à cet appel à un projet. En fait, catalyseur en 2 mots, ou en quelques mots, c'est l'accompagnement dans la facilitation, de l'aboutissement d'une sélection de 20 projets sur l'ensemble de la France autour de l'alimentation solidaire. Quand on dit ça, le jour où il a fallu décider, et c'était l'affaire de quelques semaines, parce que c'est fait dans un temps complètement impensable, qu'on n'aurait jamais imaginé avant, à la vitesse du plan de relance,
Donc on avait 15 jours ou 3 semaines pour se décider, et on a 6 mois, 9 mois. Il y a un petit allongement pour le mettre en œuvre concrètement. Donc la première question, c'est de se dire, mais est-ce que le réseau cubain on est capable? Est-ce que c'est notre mission? Est-ce qu'on est dans ce champ? Et on a dit oui, mais vu ce qu'on vient de se dire dans les mois qui précèdent, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, c'est dans le sens, ça va dans le sens de l'évolution de ce qu'on souhaite pour le réseau cubain. Ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur des projets politiques qui ont été écrits et modifiés à 2 reprises, qui ne sont pas sur la table de chevet je dirais des 200 000 adhérents de Cuba en France, hein, mais qui sont quand même, qui ont marqué un petit peu le sens de l'action. Ça s'appuie aussi sur le travail prospectif que j'évoquais tout à l'heure, qui au-delà des chiffres de l'emploi agricole, nous a amené à penser, à imaginer vers quoi on devait aller en priorité, à savoir la question du renouvellement de génération forcément, la question des transitions, des modes de production et de la liaison, le troisième point, la liaison au territoire, de l'implication sur les territoires. Et ça apparaissait comme une traduction, une mise en œuvre, une première expérimentation à tenter. Alors effectivement, le réseau répond difficilement, et les partenariats sont un de nos modes de fonctionnement habituels, je dirais, dans le réseau, mais heureusement qu'on a trouvé des partenaires qui sont mobilisés déjà sur ces questions-là, pour arriver à regrouper un certain nombre d'initiatives de différents horizons. En 2 mots, j'en avais mis 3 là, sur le papier, un atelier cuisine itinérant pour rebondir sur la question de l'accès dans des zones compliquées. Là, c'est avec une idée de cuisine itinérante, quoi, de façon à réinstaller ces modes de pratique vis-à-vis des produits alimentaires dans des territoires qui sont inaccessibles. Il y a des questions peut-être qui pour vous apparaissent plus classiques autour d'épiceries solidaires. Il y a un projet dans des zones que moi j'imaginais pas, dans l'île Vienne, avec là on voit bien la mobilisation nécessaire d'élus locaux. Et puis un troisième exemple que j'avais noté aussi autour d'une légumerie solidaire. Donc pour aller plus loin avec la transfo, c'est Banque Alimentaire, je crois. Et derrière ce projet-là, bon voilà 3 illustrations, mais qui n'explorent pas tout, et une grande majorité qui n'ont pas forcément été poussées par le réseau cubain en tant que tel, le réseau de terrain des Cubains. L'idée, c'est donc de les faciliter, de capitaliser et de donner une énergie à notre réseau autour de ces questions-là. Et si j'en viens à la question, enfin l'aspect plus local, pour répondre à ce qu'on attend concrètement sur le terrain, c'est que justement, ce changement d'échelle qu'on attend nous en tant que tête de réseau, et qu'on voit émerger, enfin, notre analyse, elle s'appuie sur ce qu'on sent sur le terrain des responsables de Cuba, des responsables de coopératives, c'est que les gens commencent à penser à la base dans les exploitations qui sont en Cuba, l'agriculture, l'avenir de l'agriculture d'une manière différente, au fur et à mesure du renouvellement, des évolutions, des contraintes quelquefois qui sont atteintes d'un point de vue économique dans les exploits, et que du coup la notion de développement territorial, de proximité, avec d'autres acteurs sur des logiques de production agricole qui trouvent leur débouché localement, c'est quelque chose, voilà, qui sonne vraiment maintenant clairement aux oreilles. La dimension insertion, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité en premier, je pense qu'elle, au regard de l'engagement des agriculteurs, elle va apparaître en continuité comme quelque chose qui s'insère logiquement, je dirais, dans des démarches qui ne seront pas dans la tête des agriculteurs, je pense majoritairement, centrées sur l'insertion. Mais que c'est une composante. C'est une composante. Petite illustration chez nous, c'est pas de l'insertion directe, mais ça permet au chômage de s'intéresser à l'agriculture et de s'installer. On a participé au défrichage de certains terrains pour les réhabiliter en bio, pour qu'une association locale citoyenne accompagne l'arrivée de candidats à l'installation. Et il y a déjà 5 ou 6 personnes installées, quoi. Donc ça prend quand même sur le terrain ces questions-là, mais ça sera, forcément lié à une dimension économique. Ça, j'en suis convaincu. Et puis quand on parle d'insertion et de fragilité, il ne faut pas oublier que je vous ai parlé de la SIAC tout à l'heure. Hier, ils étaient là, ils ont lancé un observatoire depuis 2014 où ils ont commencé à installer des agriculteurs. Il y a une très grande continuité de l'activité. Par contre, il y a encore beaucoup de gens qui sont, en termes de rémunération, au niveau du RSA, quoi. Donc ça concerne aussi les agriculteurs eux-mêmes. Et donc on est touché par ces questions-là. Les agriculteurs qui arrivent avec des projets différents
et des notions notamment autour du maraîchage sont de plus en plus acceptées parce que dans le reste ne fonctionne pas forcément très bien. Maintenant, il y a encore aussi ces preuves à faire et je pense que la question d'implication de l'ensemble des agriculteurs, au moins des coopérateurs en PUMA, dans des dynamiques territoriales, justement, c'est un levier pour faciliter aussi l'insertion de ces nouveaux formats maraîchage ou autres petites productions dans la rentabilité, non pas de profit financier, mais de profit, d'intégration dans la vie économique, comme ça peut être décrit par Dominique. Merci Christophe. J'ajoute, j'ai découvert que vous étiez dans un projet de l'ITAB qui s'appelle, donc l'ITAB c'est l'Institut technique de lecture biologique, qui s'appelle Transat, et qui porte sur la question comment agir pour lever les freins au changement de pratique des agriculteurs et consommateurs, éloignés de l'alimentation durable et hors réseau agriculture durable. Et la préconisation qui est déjà expérimentée, ce sont des dispositifs territorialisés de coproduction de connaissances. J'ai trouvé ça formidablement intéressant. Un dispositif territorial de coproduction de connaissances, c'est-à-dire de découverte de chacun et comment on produit de la connaissance sur la transformation de l'agriculture d'un point de vue social et solidaire. Et j'imagine dans ma tête qu'on aurait pu proposer des dispositifs territorialisés de coproduction de connaissances entre le monde de l'insertion et le monde de l'agriculture sur des espaces tests, sur des territoires tests, où les gens se rencontrent au local et chacun refaisant ce que nous avons fait là, c'est-à-dire comment je fais, comment tu fais, quel est ce besoin. Mais la question de produire de la connaissance entre nous, c'est identifié dans votre recherche-action comme un levier pour les freins. Si on ne produit pas de la connaissance ensemble, on se regarde en chaîne faillante. Et alors, juste un mot, je pense que la culture coopérative est suffisamment forte dans les occupants pour être pour les Cubains qui s'impliqueront. Je crois que la Gare de Soise bosse territorialement chez vous, est assez forte pour donner du sens aussi et pour pousser les collaborations de territoire. Donc ça peut être un levier ou un point d'appui. J'en dirai pas plus sur ce projet-là. Alors, on vient de le découvrir avec Catalyseur. Du coup, on vient de se découvrir aussi, tous ensemble. Et, Philippe. Alors, ce que vous pouvez nous apporter, à nous, agriculteurs bio, c'est de nous laisser moins seuls. L'agriculteur bio, aujourd'hui, c'est encore un peu marginal. On est à peine dépassé 10% du métier. Alors, cette représentation-là, elle est encore insuffisante pour avoir une légitimité dans bien des sujets. Et dans certains secteurs, être bio, c'est encore être regardé, montré du doigt, éventuellement critiqué. Pour sortir de ça, il faut qu'on soit plus nombreux à prendre ce chemin-là. Et pour être plus nombreux, il faut qu'on arrive justement à ouvrir un champ des possibles. Et c'est un petit peu ça qui me semble le service qu'on pourra vous demander, ce champ des possibles pour les agriculteurs qui sont conventionnels et qui se posent la question de la conversion, et pour ceux qui ne sont encore pas agriculteurs et qui se posent la question de l'installation. L'installation, c'est un terme qu'on a quand même encore beaucoup entendu aujourd'hui sur cette table, même si on parle de l'emploi salarié, on parle aussi beaucoup d'installation. Et on sait très bien qu'il y a certains projets d'installation qui ne peuvent se concrétiser que par du recours à de la main-d'œuvre, que ce soit pour de la transformation, pour de la vente à la ferme, ou aussi pour la diversification de ceux qui étaient dans un seul atelier de production jusqu'à présent et qui, en passant en bio, comme je le disais tout à l'heure, envisagent de la diversification. Donc ce champ des possibles, il peut être largement ouvert grâce à vous, parce que justement, je reprendrai l'exemple tout à l'heure qui m'a vraiment enthousiasmé, même s'il n'a pas été reconduit, mais en tout cas, l'exemple de cette équipe, avec sa mobilité, avec sa flexibilité, avec sa force de frappe, parce que justement, on a entendu qu'il y a des gens déjà plus compétents que d'autres qui peuvent compenser. Tout ça, c'est très encourageant pour des gens qui se disent je pourrais pas passer en bio parce que c'est trop compliqué, parce que, etc. Je pourrais pas m'installer agriculteur parce que je suis tout seul dans mon coin et je pourrais pas y arriver. Et ben non, il y a des solutions. Ces solutions, on les a entendues cet après-midi, et ces solutions, elles peuvent contribuer à ce qu'il y ait plus de bio dans la campagne et aussi à ce que le dynamisme rural arrête son érosion dans certains cas et continue ou en tout cas retrouve des couleurs. Donc ces perspectives-là peuvent justement finir de finalement donner
le sens au métier d'agriculteur comme on le prévoit nous en agriculture biologique. Le sens, il sera finalement globalement trouvé que si on fait aussi travailler les gens qui sont nos voisins, et ça peut être finalement une globalité. Je me permettrai, Julien, d'aller aussi sur la question de l'accessibilité alimentaire. En quoi l'agriculture biologique peut se trouver gagnante aussi si on développe cette accessibilité alimentaire, notamment des produits bio, parce que, encore une fois, on voit trop souvent afficher, ou en tout cas diffuser le cliché de l'agriculture biologique et des produits bio, qui sont des produits élitistes, de l'agriculture de bobos au service des bobos, etc. etc. Je le vis mal personnellement, moi, je viens d'arriver à la présidence de la FNAB et je l'ai trop entendu jusqu'à présent. Donc cette image d'agriculture élitiste, il faut absolument qu'on brise ça, et qu'on brise ça par différents moyens. Donc l'accessibilité des produits bio, évidemment que c'est un enjeu pour nous, parce que les produits bio sont réservés à personne, ils doivent être disponibles, ils doivent être à la disposition de chacune et de chacun. Et c'est par ça qu'on obtiendra une meilleure valorisation de ces produits bio. Parce que la valorisation, elle passe aussi par des gens qui vont les préparer, qui vont peut-être regarder de moins près les produits tout transformés, qui vont regarder de plus près les produits bruts, qui vont se les approprier, qui vont les préparer. Et c'est comme ça qu'on obtiendra une vraie valorisation des produits bio qu'on produit dans nos champs. On va retrouver ainsi, donc, au-delà de la proximité géographique, mais aussi une proximité culturelle. Sur ce que c'est que manger à peu près sainement, manger correctement à sa faim, c'est déjà deux choses essentielles, mais ensuite manger quelque chose qui pousse à côté de chez soi, manger quelque chose qu'on a vu pousser parce qu'on est passé devant le champ bien des fois au cours de la saison, et puis finalement ça va finir dans notre assiette. Tout ça, c'est de la proximité. Il y a un mot que je n'ai pas entendu, peut-être parce que je ne suis pas arrivé assez tôt, mais je n'ai pas entendu parler d'agribashimi. L'agribashimi, cette fameuse notion qu'on entend de temps en temps. Et ben voilà, donc en agriculture biologique, on ne se sent pas trop concerné par ça, mais en tout cas, si on voulait s'en prémunir, eh ben, c'est une question de proximité avec les consommateurs, mais avec tous les citoyens autour de nous, qu'on pourrait de toute façon se prémunir contre l'agribashimi. Donc passer d'une agriculture élitiste à une agriculture populaire pour la bio, ça compte. Et juste pour illustrer ça, ce qu'on essaie de faire, et tu le sais Julien, on essaie de s'impliquer justement dans les dynamiques de promotion des foyers à alimentation positive, des cuisines à alimentation positive, de l'introduction des produits bio dans la restauration scolaire, parce qu'on sait que c'est un vecteur justement de vulgarisation d'alimentation bio, et on entend encore trop souvent dire que beaucoup d'élèves n'ont un repas complet que grâce à la restauration scolaire. Donc on essaie de faire ça, on essaie de faire témoigner aussi les producteurs dans tous ces dispositifs-là, pour que justement on ait une agriculture bio et des produits bio qui retrouvent une place un peu moins problématique, comme je le citais tout à l'heure. Merci beaucoup Philippe. Alors, chacun un petit mot de fin, Barbara, et puis Yann, Pascal, Isabelle, Marie-Astrid, voilà, si vous pouvez essayer avant 5 heures. Un petit mot rapide, je pense qu'un point qui est important, c'est la notion d'accompagnement social. On l'a dit rapidement tout à l'heure, mais je voulais revenir dessus. C'est extrêmement important, c'est le deuxième objectif de notre projet associatif pour les banques alimentaires. Voilà, l'aide alimentaire, c'est un levier d'inclusion sociale, et pour nous, l'aide alimentaire, d'ailleurs c'est la loi GIA, est automatiquement accompagnée d'un accompagnement social. Et ça parce qu'il y a des débats depuis plusieurs mois, alors on a été suspendu par exemple sur le chèque alimentaire, mais nous on est vigilants sur des éventuels projets de monétisation de l'aide alimentaire. Voilà, donc on contribue au débat sur le comment. Voilà, pour nous, l'aide alimentaire, c'est une porte d'entrée vers l'inclusion sociale, et je pense que nos débats d'aujourd'hui, on était tous d'accord sur cette importance de l'accompagnement social des personnes précaires ou des personnes en insertion. Oui, nous, dans les installations, ça a été évoqué de l'agriculteur. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a quand même, nous, plein, on voit beaucoup dans nos structures de personnes, je pense à l'espace, mais à d'autres,
qui partent vers le monde agricole, qui s'installent, que ce soit des anciens encadrants, des anciens permanents, des anciens administrateurs ou administratrices. Les agriculteurs, on a aussi des agriculteurs, ça c'est une piste qui peut sans doute pas généraliser loin de là et sans doute pas un objectif, mais on a 2 exemples chez nous d'agriculteurs qui ont transformé leur exploitation en agriculture associative. Je pense à Ferroloco, d'ailleurs, qui a un adhérent en commun entre Emmaüs et Cocagne, et je pense aussi à Cédric Héroux, que vous connaissez à La Roya, qui était une solution assez extraordinaire de permettre à l'agriculteur de transformer son projet agricole en projet social, qui était aussi son projet. Donc il y a des solutions très différentes de ce point de vue-là. Nous, on a les circuits courts qui se développent vraiment très fortement, mais à tout point de vue, c'est-à-dire on a des agriculteurs, des producteurs qui viennent vendre devant nos espaces de vente. On a 400 espaces de vente en France, donc un peu comme le fait aussi la SNCF, par exemple, avec du non-bio, ça peut être aussi en local et en bio. On développe des espaces de vente et on étudie ça. On va avoir un guide là qui va sortir sur lequel il y a beaucoup de travail Cacilde et qui est à disposition de tous, justement sur le développement des circuits courts au sein du mouvement, à partir notamment de tout un travail qu'on a fait avec le GRAP à Lyon. Enfin, la dernière piste, et donc c'est le développement des circuits courts, vous voyez, c'est à la fois de l'interne-externe, mais aussi en interne, puisque c'est notamment faire évoluer, j'en ai parlé tout à l'heure, l'alimentation des communautés, notamment de nos différents groupes locaux. Enfin, une piste là, qui s'expérimente actuellement par le village dans le Vaucluse, c'est la cueillette solidaire, c'est-à-dire qu'ils vont cueillir, je rappelle, ceux qui n'ont pas vu le film d'Agnès Varda, il faut le voir et le revoir, les glaneurs et la glaneuse. Là, il s'agit d'aller chercher donc, un accord, là, ça se fait de façon en accord avec les agriculteurs, de repasser, de faire une ramasse derrière, et effectivement, et ensuite avec une déduction fiscale, donc un reçu fiscal qui est fait, puisque c'est un don à la communauté, à l'association, et après on fait un travail soit de consommation, soit de transformation agroalimentaire. Donc là, il y a des pistes, je pense, à travailler, et bon, avec aussi tout le lien social que ça fait, et puis évidemment l'anti-gaspillage, où ça a été dit tout à l'heure, il y a quand même une grande partie de la production qui part pas, Dominique l'avait dit aussi tout à l'heure, qui est pas récoltée. Oui, moi je suis très encouragé par nos échanges, c'est de belles perspectives de travail entre le monde agricole et le monde associatif engagé auprès des précaires, parce que au fond, partout où je vais dans nos fédérations de la FAS, dans les régions, dans les associations, notamment les nouveaux adhérents, je vois déjà les traces, l'embryon de ces écosystèmes dont on parle. Je les vois vraiment partout. Je suis très frappé de ça. Il y a des dynamiques très fortes un peu partout dans le pays autour de ça. Et on voit bien, on a beaucoup parlé d'accès à l'emploi. C'est l'une des formes de la solidarité à travers ces questions alimentaires et agricoles. On a évoqué rapidement les questions d'accessibilité. Pour nous, ça se traduit par les aides alimentaires, on a parlé, ça se traduit également par l'accès dans nos centres d'hébergement pour les personnes précaires, l'alimentation de qualité. Il y en a des expériences qui se créent un peu partout, y compris en lien avec des chantiers d'insertion. On a évidemment, ça a été évoqué rapidement, la question des cantines. On sait très bien que pour les enfants des familles pauvres, c'est vital. C'est là que peut se faire notamment l'accès à l'alimentation bio, l'alimentation de qualité. Et puis c'est aussi un enjeu de solidarité à travers le lien social, on en a parlé. Notamment parce que moi je constate partout, et vous savez, on en a ici l'illustration, le dynamisme de la vie associative autour de ces questions-là, notamment chez les jeunes. Et ça, je vois ça partout. Je vais notamment chez des nouveaux adhérents de la FAS. Et aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment souhaité que la fédération s'engage sur ces questions alimentaires. Ce qui se joue pour moi là, c'est la capacité finalement à entraîner celles et ceux qui sont dans les marges de la société, d'abord les personnes en précarité, mais aussi celles et ceux qui les accompagnent, les travailleurs sociaux, les bénévoles, dans un mouvement général de la société qui reste à construire. Mais comme je suis convaincu qu'il faut qu'on le construise avec les paysans, là, moi je vous confirme que du point de vue de la fédération, il y a de belles choses à construire dans des écosystèmes territoriaux, parce que je pense que c'est comme ça que ça se travaille. Alors, pour le régime social que je représente, quelques mots, l'accès au droit, parce
que c'est important pour les affiliés. Le développement social local et puis le travail en partenariat, bien évidemment, avec les caisses locales de MSA. Donc je pense que tout ça c'est possible. Et puis il y a beaucoup de choses à faire ensemble pour valoriser l'emploi en agriculture en tout cas et l'agriculture bien évidemment. Notamment le fait que vous avez vous-même un réseau d'entreprises adaptées et d'entreprises d'insertion, qui s'appelle Laser Emploi, et donc vous êtes un acteur vous-même de l'activité agricole en insertion. Moi, je suis assez positive aussi, parce que je suis arrivée en 2019 à cette fondation, et notamment en 2 ans, j'ai vu évoluer nos partenariats avec les banques alimentaires, nos partenariats que l'on peut faire avec Emmaüs, qu'on a pu construire avec Cassine. On sent qu'il y a eu un changement, une transformation dans le mode de travail, et c'est ça aussi pourquoi on est là aujourd'hui. On essaye d'enlever ces barrières, ce clivage, d'enlever aussi ce que vous disiez tout à l'heure, que ce soit élitiste et que ce soit accessible pour tous. Essayons ensemble, et c'est ce pourquoi, et je trouve quand même, peut-être que la crise a aidé sur cette autonomie alimentaire. On a peut-être eu, si on prend le côté positif de la crise, un coup de pouce avec ça. Allons-y, prenons encore la vague et essayons de le construire. On a construit différemment aussi avec vous au réseau local. Sur des partenariats différents. C'était pas le cas, c'était pas ce partenariat il y a 10 ans. On est aujourd'hui dans une vague assez constructive et en plus ensemble. Donc moi, c'est ce que je retiens aujourd'hui et c'est long, le chemin est peut-être long, mais il faut qu'on aille un peu plus vite. Victoria. Eh bien, moi j'ai continué toujours sur ce côté positif qui est très chouette parce que finalement ça dit bon, voilà, ça nous réconforte dans ce qu'on fait, mais ça nous questionne aussi pour qu'on puisse avancer et qu'on le fasse évoluer. Et notamment, voilà, j'ai pensé à toutes ces librairies, conserveries, les commerces ambulants, des petites épiceries qu'on ne voit pas mais qui existent dans des territoires ruraux comme chez nous à Tréville, par exemple, et autres. Hein. Et c'est là où on se dit, bon, on est dans le bon chemin, on n'est qu'au début. Maintenant, à nous de continuer à tisser les ponts pour construire cette société qu'on veut, je pense. Valérie. Écoutez, non, mais je pense que donc il y a quelques initiatives de jardin qu'on a représentées aujourd'hui. Moi, je crois que ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a des initiatives dans tous les territoires, tous les jardins en portent. Donc, on est quelques-unes à la tribune aujourd'hui, mais effectivement, ces partenariats ils méritent de changer d'échelle. C'est ce que nous disent aujourd'hui les politiques. Il faut changer d'échelle de nos initiatives. Donc, tout l'enjeu, il va être dans cette réussite du changement d'échelle et elle ne se fera que par la coopération dont on a parlé tout à l'heure. Et je pense que c'est une première journée. J'ose à peine, parce que c'est pas mon rôle, vous dire à l'année prochaine. Dominique, et puis si on a peut-être 2-3 minutes pour que vous puissiez nous, parce que vous avez fait un très bon travail de synthèse dessinée du débat précédent, et si on peut vous écouter, ce serait formidable. Oui, alors, tout à l'heure, j'ai fait presque ma conclusion pour ma part, je pense. Bon, simplement pour rebondir sur une dernière question, celle que soulignait Pascal, effectivement, de l'importance, le nombre d'embryons, déjà, il faut que ça naisse, il faut que ça pousse. Il faut que ça grossisse, et c'est tout notre travail de coopération et de responsabilité sociétale avec les acteurs sociétaux de faire grandir ces histoires. Et donc ça, nous, on appelle ça la démocratie sociétale, à côté de la démocratie représentative, de la démocratie sociale, comment à un moment donné, nous sentons dans la responsabilité, effectivement, de créer ces associativités pour avoir plus de poids, plus de capacité de réponse. Juste pour terminer, je vous remercie. Je l'ai fait ce matin un peu à l'avance, mais peut-être que tous les intervenants ne peuvent pas arriver. Au nom du réseau Coquin, je vous remercie vraiment très sincèrement d'avoir consacré du temps, d'avoir passé une grosse partie de l'après-midi, même peut-être le matin, pour venir jusqu'à nous, travailler avec nous dans ce débat sur cette question.
Je disais ce matin que vous alliez nous inviter à danser, et voilà, nous avons bien dansé sur toutes les mélodies de vos propositions et projets. Soyez-en remerciés.